Bonjour à tous, donc Foucault de Lezon, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire sur le nouveau modèle. Et je suis content aujourd'hui d'accueillir Stéphane Verdoux. Stéphane, est-ce que tu es avec nous? Bonjour à tous, Stéphane Verdoux, je suis présent. Très bien. Donc merci beaucoup. Je range les petites. Voilà. Donc effectivement, nous avons donc un nouveau modèle qui est en cours de préparation. Je vous fais juste un petit rappel sur si ça veut bien se mettre en route. Pourquoi ça ne marche pas ça? Ah, voilà. Hop. Alors, effectivement, je vous rappelle que le modèle d'excellence donc est un très bon modèle qui s'utilise avec quatre principaux domaines. Réaliser un diagnostic. Le deuxième élément qui est utilisé dans le modèle aujourd'hui, c'est pour piloter sa stratégie et réaliser des plans de progrès d'amélioration. On peut l'utiliser aussi en termes de résultats pour se comparer. Et puis, on peut s'en servir pour des bonnes pratiques. Et donc, aujourd'hui, le FQM a commencé à élaborer un nouveau modèle qui tient compte d'un certain nombre de retours d'utilisateurs et des éléments que nous avons vus particulièrement dans les deux premiers webinaires que nous avons tenus ensemble, donc avec un document d'analyse qui a été fait par une communauté d'utilisateurs de l'EFQM en 2017 sur les mégatrends et comment elles peuvent impacter le modèle. Et puis, il y a eu un deuxième élément essentiel aussi qui se trouve être une enquête utilisateur qui a été faite donc à l'été 2018 et qui a permis de questionner un certain nombre d'utilisateurs sur à la fois les mégatrends et leur impact et puis leur retour d'utilisation du modèle avec 1200 répondants. Sur cette base-là, le FQM a lancé effectivement la révision de son modèle avec donc une core team qui a été nommée par le FQM et donc peut-être dans un premier temps Stéphane, je vais te demander de te présenter et de voir comment tu as été, avec ton historique, pu prendre partie de cette équipe de la Core Team FQM 2020. Donc, écoutez, moi je suis associé de Stratéis, qui est un petit cabinet conseil qui est spécialisé dans l'accompagnement du déploiement de stratégies et puis plus particulièrement sur l'accompagnement des démarches FQM. Je suis assesseur depuis pour la fondation donc et pour le prix européen depuis 2003 et j'ai le plaisir aussi dans le cadre de partenariat avec AFNOR donc de former également avec deux autres collègues les assesseurs français de l'FQM. Voilà, mon expérience par rapport au modèle, c'est plutôt une expérience de consultant et d'accompagnement d'entreprise. Donc avec le cabinet stratégie, on accompagne voilà, on va dire une quinzaine, une vingtaine d'entreprises tous les ans sur alors des démarches EFQM, alors soit dans l'utilisation de l'EFQM pour déployer la stratégie et finalement aider les entreprises à utiliser cette méthode pour mieux déployer leur stratégie ou mieux gérer leur projet de transformation. Mais on accompagne également des entreprises dans un contexte également de préparation à des diplômes ou à des awards européens. Voilà, et puis on accompagne tout type d'entreprises, donc à la fois quelques PME et ETI. Alors, ça va des stations de ski à des fabricants de chocolat ou des petits industriels, mais on intervient aussi dans des groupes de services de protection santé ou même des organisations publiques. Donc en termes soit des collectivités territoriales, des collectivités dans la gestion de l'eau ou même des pompiers. Donc voilà un petit peu mon expérience donc sur le FQM. Et Merci, donc c'est à ce Stéphane. titre-là que j'ai fait partie de la core team, notamment pour représenter aussi les formateurs d'assesseurs. Très bien, merci Stéphane. J'ai quelques personnes qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas de son. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous pouvez le signaler, s'il vous plaît, pour que je puisse régler ce point-là? Alors, vous pouvez taper des messages en utilisant la partie de chat. Ah, on me dit que c'est OK maintenant. Donc, on va continuer.
Merci Stéphane. Et donc, peut-être tu pourrais nous préciser effectivement le contexte de départ en fait dans lequel vous avez interagi au niveau de la core team, quel était son rôle, comment elle interagit avec la fondation pour les étapes de validation du travail d'élaboration de ce nouveau modèle et pour valider le contenu même. Voilà, est-ce que tu peux nous présenter le fonctionnement de cette équipe sur la durée d'élaboration de la nouvelle version? Tout à fait. Donc du coup, donc on a démarré effectivement en fin d'année dernière, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, la révision du nouveau modèle. Donc pour ça, on a considéré pas mal de données d'entrée là que vous pouvez voir sur le transparent qui est projeté. Donc une première donnée d'entrée qui a été intéressante, ça a été l'enquête effectivement dont Foucault a parlé, qui était l'enquête auprès des utilisateurs de l'ESQM pour avoir un petit peu leur retour sur le modèle actuel, le modèle 2013, et en quoi il pouvait être amélioré. Donc, moi, ce que je retiens de ce contexte un petit peu de départ et des grands messages qui nous ont été renvoyés à la fois par cette enquête, mais aussi par toute une série d'interviews qu'on a pu faire avant de démarrer la révision, c'est qu'on avait un modèle SQM qui était plutôt efficace et assez paradoxalement les gens ne voyaient pas forcément beaucoup de choses à changer, du coup les utilisateurs. Par contre, il y avait un message de fond sur le fait que c'était un modèle qui était plus très sexy et donc malgré tout qui nécessitait d'être revu. Voilà, parmi les quelques verbatims qu'on a pu collecter auprès notamment des dirigeants, le constat était que on va dire le modèle apportait un cadre, ce qui était intéressant, mais en même temps ça permettait pas de sortir du cadre pour être innovant, pour transformer l'organisation. Donc il y avait un petit peu on va dire ce décalage par rapport à ça. Voilà, l'autre point, l'autre donnée d'entrée vraiment importante et qui a positionné le contexte de la révision du modèle, ça a été le travail d'un groupe qui avait travaillé donc avant la révision du modèle, un groupe créé par le FQM sur les mégatrends, donc sur les grandes tendances sociétales et sociales qu'on pouvait observer aujourd'hui. Et donc, cette analyse des grandes tendances, pour n'en citer qu'une ou deux, a montré que il y avait de plus en plus de diversité générationnelle au travail, et notamment avec l'arrivée des générations millennials, c'est-à-dire les gens qui sont nés après les années 80 et qui finalement ont des attentes par rapport au travail qui sont assez différentes des autres générations, et notamment qui sont en recherche de plus de sens, plus d'autonomie dans leur travail. Mais pour citer une autre méga trend aussi, qui est sur on va dire les changements, que ce soit en matière de digital, de technologie, etc., qui montrait aussi la nécessité d'avoir plus d'agilité face à des changements aujourd'hui qui sont de plus en plus rapides, de plus en plus brutaux, notamment grâce l'exemple classique étant la disruption digitale. Voilà, dans le contexte de départ, il y avait aussi, on va dire, un retour des utilisateurs qui nous disaient que les bénéfices, ou en tout cas la façon de vendre le SQL aux dirigeants n'était pas complètement efficace. On a du mal à mettre en avant des arguments qui étaient très convaincants. Et voilà, donc ça fait partie aussi des constats qui ont plutôt poussé à avoir une révision en profondeur du modèle pour 2020. Voilà, donc il y a eu assez tôt finalement un accord du board pour sortir des 9 critères historiques, qui étaient les 9 critères présents depuis la création du modèle, donc il y a un peu plus de 30 ans. Et donc il y a eu un accord du board pour finalement pas forcément répercuter ces 9 critères, donc éventuellement réfléchir à une autre structure pour le nouveau modèle SQM. Parmi les points clés un petit peu qui ont rythmé la révision du nouveau modèle, donc on a eu des interviews face à face avec une soixantaine de dirigeants, y compris des dirigeants qui n'étaient pas forcément utilisateurs du modèle SQM, pour capter un petit peu leurs attentes par rapport à ce type de modèle et finalement ce qu'ils aimeraient y trouver. Et puis une autre phase aussi intéressante qui a été la phase de co-développement, puisqu'il y a une vingtaine d'organisations qui ont testé les premières versions du modèle et du coup qui nous ont permis de rajuster ce modèle-là sur la base des retours d'expérience des entreprises qui ont utilisé ces prototypes. Donc voilà, et puis le nouveau modèle a été validé par le board de l'EFQM courant du mois de juin.
Et puis ensuite, on est passé dans une phase plutôt de finalisation un petit peu du texte pour le rendre plus simple, plus accessible, et finalement après une phase de traduction qui vient de se terminer avec le modèle qui sera présenté au forum, donc en plusieurs langues. Très bien, ben, écoute, merci Stéphane pour cet aperçu là, des conditions de départ avec la prise en compte d'éléments et puis le processus jusqu'à la prochaine publication. Alors justement, ce modèle est encore sous le sceau de la confidentialité en attendant le forum FQM qui sera l'instant où la Fondation dévoilera le modèle. Néanmoins, la Core Team a mené donc les tests de co-développement, donc avec des organisations et des entreprises à partir de la première version bêta. Est-ce que par rapport à ces retours, tu pourrais nous partager par avance 3 changements qui te paraissent les plus significatifs dans le nouveau modèle? Alors parmi les grands changements portés par ce nouveau modèle, je pense que j'en vois 3 qui sont vraiment emblématiques. Un premier qui porte sur la raison d'être et la culture. C'est-à-dire qu'on avait plutôt un modèle 2013 qui était basé sur la stratégie, et donc la raison d'être et la culture. Donc pas mal de changements à ce niveau-là. Donc l'introduction de la raison d'être comme un élément à part entière. Donc on va y retrouver notamment l'intégration dans cette raison d'être aussi des grands principes de l'ONU, là, les objectifs de développement durable. L'idée étant d'intégrer dans la raison d'être le pourquoi l'entreprise aussi, quelle valeur ajoutée l'entreprise apporte à son écosystème et quelque part en quoi elle fait le bien aussi de la société. Donc il y a eu pas mal d'évolutions sur cette partie raison d'être. Le fait aussi très important que le travail sur la raison d'être, la vision et la stratégie devrait être plus co-construit avec les parties prenantes et pas simplement défini par les cadres dirigeants de l'entreprise. Et puis sur la culture, l'idée aussi c'est d'introduire la culture pas simplement comme un héritage, on va dire, ou un patrimoine de l'entreprise, mais aussi de regarder la culture de façon dynamique et en quoi la faire évoluer pour aider l'entreprise à préparer le futur. Donc ça, c'est un premier point où il y a finalement un changement un petit peu de paradigme. Voilà, on passe d'une vision dans le modèle actuel qui était très stratégique, déploiement de la stratégie, avec quelque chose qui englobe maintenant la stratégie, qui sont la raison d'être et la culture de l'organisation. Voilà, un deuxième changement clé sur la notion de leadership. Donc, on avait dans le modèle actuel une vision du leadership un petit peu consacrée aux dirigeants de l'entreprise. Et d'ailleurs, on parlait souvent de l'engagement des dirigeants dans la version française. Et donc là, on passe à une notion de leadership vraiment étendue, puisque là, il s'agit d'aborder le leadership pas simplement comme on va dire un rôle des dirigeants, mais de façon plus générale, le leadership de finalement toutes les personnes de l'organisation. Et donc on sent qu'il y a vraiment on va dire et ça on l'a vu à travers les mégatrends, qu'il y a aussi un changement de modèle en matière de leadership. On passe d'un management qui est un petit peu hérité de l'organisation scientifique du travail et qui aujourd'hui montre ses limites. On a par exemple 17 jours d'absence en France, 17 jours d'absence par salarié et par an. Alors, attendez, excusez-moi, je crois qu'il y a un problème de... Vous m'entendez? Moi, je t'entends bien. Oui, la réponse c'est oui, on t'entend. D'accord, donc je continue. Donc sur l'aspect leadership, donc un modèle de management qui est un peu contesté aujourd'hui, ou en tout cas qui est souvent remis en cause. Donc de ce côté-là, le modèle SQM sur le leadership porte beaucoup plus des notions de collaboration transverse, de multidisciplinarité, notamment pour faire face à la complexité grandissante des processus, des transformations. Donc un leadership qui favorise la collaboration transverse et le travail entre directions ou entre disciplines. On a aussi également sur ce leadership, on
on passe finalement de quelque chose d'assez individualiste aujourd'hui avec du management par objectif individuel à quelque chose qui va plus être à la recherche du collectif. Et puis enfin, dans les autres notions qui sont développées dans le nouveau modèle sur le leadership, on parle beaucoup plus de subsidiarité aussi, de comment donner le pouvoir finalement au plus près des terrains et la capacité de décider au plus près des actions engagées. Et donc une mobilisation aussi du leadership de terrain, hein, c'est-à-dire avoir aussi des rituels de management de terrain qui sont plutôt courts versus des réunions entre managers qui peuvent durer longtemps. Voilà. Et puis enfin pour moi le dernier changement clé, c'est qu'on avait un modèle 2013 qui était plutôt basé sur la notion d'excellence et d'amélioration continue, on va dire, des performances. Et résolument, le nouveau modèle 2020 sera aussi orienté non seulement sur l'excellence, mais aussi sur la transformation. Et l'idée étant de dire, ce modèle, il ne doit pas permettre simplement d'analyser les résultats ou les pratiques et pour les améliorer, mais il doit permettre aussi à l'entreprise de se transformer et d'améliorer ses capacités de transformation qui aujourd'hui sont vitales. Alors, sans pour autant laisser tomber la notion d'amélioration continue ou d'excellence, puisque finalement, quand on transfère une organisation, la vente continue pendant les travaux, en quelque sorte, et donc il faut continuer à avoir des processus qui sont performants, qui satisfassent les clients ou les différentes parties prenantes. Donc ça, c'est un troisième changement important, c'est combiner l'excellence et la transformation, un petit peu dans le même temps, puisque c'est un enjeu fort pour les organisations aujourd'hui, de continuer à être excellentes, mais aussi de conduire les transformations qui sont nécessaires. Oui, bien, merci Stéphane pour ces 3 points d'entrée. Alors, certaines organisations sont bien habituées du modèle, elles l'utilisent aujourd'hui comme un outil de management parmi d'autres, mais néanmoins elles l'utilisent pour mettre en place leur stratégie ou pour l'évaluer. Et donc, dès novembre, elles vont pouvoir commencer à pratiquer le modèle version 2020. Alors, quel serait ton conseil? Par quel bout commencer cette approche? Est-ce que tu aurais un avis d'expert issu de ton expérience sur ce sujet-là pour des entreprises qui sont déjà ou des organisations qui sont déjà bonnes connaisseuses et utilisatrices du modèle 2013? Alors certainement que dans le déploiement du nouveau modèle 2020, il y aura une première étape qui sera, en mon sens, assez importante et qui est de retravailler peut-être sur la raison d'être et la culture de l'entreprise en associant le personnel et les parties prenantes. Donc, et c'est souvent c'est pas le cas de toutes les organisations, mais souvent il y a la nécessité de passer d'une description de la mission finalement à une description de la raison d'être. Et donc pas simplement de travailler, de définir finalement ce que l'entreprise fait, mais également de clarifier quelle valeur ajoutée elle apporte à son écosystème et en quoi elle fait le bien finalement de la société. Et donc de travailler sur la raison d'être, et notamment en s'inspirant peut-être des objectifs de développement durable de l'ONU pour clarifier en quoi cette raison d'être contribue au bien de la société en général. Et donc ça, c'est à mon avis une phase importante qui permet aussi de pouvoir redécrire cette raison d'être et d'avoir une stratégie finalement qui est cohérente avec cette raison d'être et donc permettre certainement de donner plus de sens à la stratégie, à ce qu'on fait avant de rentrer dans l'utilisation du modèle. Ensuite, une fois ce préalable fait, je pense que là, on peut utiliser le nouveau modèle pour s'auto-évaluer, pour finalement mesurer ses points forts, ses domaines à travailler en lien avec cette raison d'être et cette stratégie, en fait, pour pouvoir ensuite travailler sur les points qui sont porteurs d'enjeux vis-à-vis de la raison d'être ou vis-à-vis de la stratégie. Peut-être un autre conseil pour une fois cette évaluation faite avec le nouveau modèle, là ça peut être intéressant d'utiliser le radar et notamment pour la conduite des projets de transformation. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui était plutôt aujourd'hui qui était plutôt prévu dans les premiers niveaux d'engagement SQM avec le niveau d'engagement C2E. Et je pense que la conduite de projets de transformation radar avec les principes du radar, est certainement intéressant de l'appliquer au-delà du C2E, même pour des organisations qui sont déjà R4E et qui sont déjà engagées dans la démarche d'excellence, parce que finalement, ces principes, ils sont très forts dans la conduite de projets de transformation, puisque ça permet de se focaliser sur des résultats à 12 mois,
pour regarder la mobilisation des équipes sur les projets de transformation. L'autre principe de radar qui est intéressant, c'est de travailler sur la transversalité ou la pluridisciplinarité des équipes projets, de co-construire avec elles finalement le contenu des projets de transformation. Et puis enfin, la méthode radar permet aussi de tirer un retour d'expérience, pas simplement en fin de projet, mais tout au long du projet, et donc de rester agile et ouvert aux changements qui peuvent se présenter par rapport à ça. Et puis enfin, le dernier point, à mon avis, intéressant pour ceux qui sont déjà utilisateurs du modèle SQM, c'est aussi dans la perspective du forum 2020 qui aura lieu à Lyon, de s'impliquer, de participer à ce forum, et puis finalement d'avoir l'opportunité de voir un petit peu les bonnes pratiques européennes à l'occasion de ce forum 2020 au mois d'octobre l'an prochain. Merci Stéphane, je pense que c'est éclairant pour tout le monde. Alors pour ceux qui ont entendu parler du modèle mais qui l'ont peut-être pas pratiqué, ils sont peut-être formés, même fait la formation d'évaluateur, mais n'ont jamais pratiqué le modèle dans leur organisation, en tout cas actuelle. Pourquoi, est-ce que tu pourrais nous donner un élément, pourquoi choisir le nouveau modèle? Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait rendre plus abordable peut-être ou plus facile ou amener encore plus de puissance dans l'utilisation du modèle? Pourquoi aujourd'hui ce nouveau modèle, ça serait une nouvelle incitation à démarrer euh, un projet d'entreprise accompagné avec le FQM? Alors si on en croit un petit peu les retours qu'on a eu nous de la part des interviews avec les dirigeants de grandes entreprises qu'on a pu interroger dans le cadre de la révision du modèle, voilà, il y a 4 points vraiment qui sont essentiels et je pense que le nouveau modèle permet d'y répondre et donc de permettre finalement à plus d'entreprises d'utiliser ce nouveau modèle. Donc le premier, c'est certainement que c'est un modèle qui est beaucoup plus puissant sur la conduite de la transformation, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc ça, c'est un modèle qui va vraiment aider ceux qui souhaitent s'y intéresser à trouver dans ce modèle finalement des leviers pour les aider à gérer des transformations, et en particulier par rapport aux grandes méga-trends qui ont déjà été présentés dans nos webinaires. Donc ça, c'est un premier point. C'est un modèle qui est vraiment orienté sur comment aider à la transformation. Un deuxième point important aussi, le FQM, alors en parallèle de la révision du modèle, a lancé un grand chantier aussi pour mettre à disposition des utilisateurs des données de benchmark beaucoup plus nourries et beaucoup plus intéressantes. Donc il y aura un accès à une base de connaissances et à une base de bonnes pratiques, donc qui sera offert aux entreprises qui seront utilisatrices du nouveau modèle. Donc ça, c'est remonté pas mal aussi dans les interviews qu'on a eues avec les dirigeants sur la recherche des benchmarks. C'est quelque chose qu'ils attendent dans l'utilisation de ce type de modèle-là. Donc là, il y a un gros chantier qui a été lancé qui permettra de répondre à ce point-là dans les mois à venir. Et puis j'aurais tendance à dire qu'il y a 2 autres éléments aussi qui peuvent être assez intéressants. C'est le fait que le SQM va lancer ce qu'on appelle des lens, des fils rouges en quelque sorte, et qui permettront aussi de rentrer dans l'utilisation du modèle, pas forcément avec la totalité du modèle, mais sur des thématiques, notamment sur utiliser le modèle pour faire un diagnostic, par exemple, sur les pratiques en matière d'économie circulaire, ou utiliser le modèle pour avoir un fil rouge un petit peu sur les pratiques d'innovation ou sur le digital. Donc, ce nouveau modèle permettra aussi d'avoir des diagnostics plus ciblés sur des thématiques. Et ça, je pense que c'est intéressant aussi pour les entreprises qui n'utilisent pas forcément aujourd'hui le modèle dans sa totalité, mais qui pourront y rentrer comme ça par des clés d'entrée un peu plus ciblées sur l'innovation, l'économie circulaire ou le digital. Et puis, enfin, dernier point, il y a en parallèle aussi de l'évolution du modèle, donc il y a tout un travail qui a été fait pour essayer d'alléger, de limiter les barrières à l'entrée dans l'utilisation de ce nouveau modèle. Donc, on aura un modèle qui sera plus digital, qui sera en libre accès, également des processus qui seront de candidature au diplôme et au prix européen qui seront simplifiés, donc moins coûteuses en temps, en rédaction de management de documents, en préparation d'évaluation. Donc on aura quelque chose de plus accessible finalement pour accéder au diplôme et aux avoirs. Et puis enfin, dernier point, c'est un lien un petit peu avec les fils rouges que vous présentez précédemment. Il y a eu depuis cette année la création d'awards spécifiques sur l'innovation
les Innovation Awards qui ont été lancés cette année sur 3 thèmes qui sont l'économie circulaire, l'expérience client et les partenariats. Et donc, devant le succès un petit peu de ces Innovation Awards, c'est quelque chose qui va très certainement perdurer les prochaines années. Donc, il y aura également la possibilité de candidater au prix européen, mais sur des thèmes particuliers comme l'économie circulaire, l'expérience client ou les partenariats. Donc, ce qui permettra aussi d'offrir plus d'accès ou un accès plus facile aussi non seulement au diplôme, à l'évaluation, mais aussi un accès plus facile aux reconnaissances à travers ces awards. Merci Stéphane pour toutes ces informations. Alors effectivement, l'utilisation du modèle va être différente une fois que le modèle sera paru. Il y a beaucoup de choses qui vont être actualisées dans la manière d'utiliser ou dans des nouveaux outils, une nouvelle manière de pratiquer le modèle. Et donc, on sera amené avec AFNOR et ici ou là, également toi, Stéphane, pouvoir faire des réunions d'information en région. La première, on communiquera sur ces dates et la première réunion se tiendra d'ailleurs à Lyon le 20 novembre, mais on les communiquera assez largement pour que chacun puisse s'y retrouver dans sa région ou sous forme de webinaire. Je rappelle aussi que la publication se fera pendant le forum d'Helsinki, donc qui aura lieu le 24 et 25 octobre, donc on y arrive très bientôt. Et puis peut-être vous avez des questions. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur ces points, mais donc on proposera des formations au nouveau modèle qui seront la distribution en France des formations proposées sous l'étiquette EFQM, donc par AFNOR en tant que partenaire national, à partir de janvier. À la fois pour les évaluateurs qui sont déjà qualifiés version 2013 pour qu'ils puissent se mettre à jour sur le nouveau modèle et qu'on ait donc un réseau de personnes qui puissent commencer à pratiquer et aussi à évaluer suivant le nouveau modèle. Et puis, il y aura un parcours de formation initié, là aussi à partir de janvier, que on vous présentera en détail dans les semaines qui viennent. Sur la présentation du modèle et puis deux parcours, un parcours plutôt pour les pratiquants en entreprise et un parcours pour ceux qui veulent faire des évaluations. Alors, ce que je vous propose dans les quelques instants qui restent, peut-être, c'est de répondre à quelques questions que vous auriez, pendant qu'éventuellement vous pouvez écrire vos questions pour qu'on les prenne en compte avec Stéphane. Je vous rappelle aussi que ce webinaire est enregistré, il est publié après sur la chaîne YouTube d'AFNOR. Et puis, j'envoie à chaque participant les slides. Alors aujourd'hui, je suis en déplacement, on ne sera peut-être pas ce soir, mais en tout cas d'ici demain, où tous les participants reçoivent le slide dans leur mail. Et donc, vous aurez ce récapitulatif avant d'avoir les informations sur notre site web et dans nos différentes communications, mail ou réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous auriez quelques questions peut-être dans les minutes qui restent pour que l'on puisse continuer à profiter quelques instants de la présence de Stéphane et de son expérience dans l'élaboration du modèle de 2020. On me dit que certains collègues assesseurs n'ont pas eu l'invitation à ces webinaires. Effectivement, il y a eu beaucoup de personnes formées au cours des années. N'hésitez pas à retransmettre les invitations quand vous les recevez, y compris celle qui sera faite fin octobre sur là où on pourra parler du modèle puisqu'il aura été distribué. Et je vous rappelle donc que je peux renvoyer sur demande à la fois les slides et puis on peut retrouver sur Internet et je peux vous les renvoyer en termes de liens les éléments enregistrés sous forme de vidéo qui sont donc consultables à distance. Alors je vais prendre les questions comme elles arrivent. Quid de l'impact de l'EFQM 2020 sur le CAF? Il y a eu un travail effectivement les versions précédentes de parallèle entre le FQM 2020 et le CAF. À ce jour, la coordination entre les deux ne s'est pas faite sur la version 2020. Et donc, le FQM va publier son modèle sans qu'il y ait forcément de lien avec le CAF 2020.
Alors une question, peut-être Stéphane, tu peux nous répondre sur est-ce que l'on peut démarrer le FQM même si on n'est pas ISO? C'est peut-être une bonne question pour ceux qui ne pratiquent pas encore à ce jour le modèle FQM. Bah écoutez, oui, oui, ça, moi j'ai pas mal d'exemples de clients qui effectivement démarrent le SQM sans forcément être ISO. Et je pense que le C2E, notamment le premier diplôme d'engagement C2E, donc est pour moi une bonne façon de démarrer avec le SQM, puisqu'en fait il consiste à réaliser une première auto-évaluation assez rapide finalement avec et pas très contraignante avec le modèle SQM, et ensuite de conduire trois, quatre projets de transformation avec la méthode radar. Et donc, au bout d'un an, d'avoir une première validation de cet engagement avec la conduite de quatre chantiers de transformation avec radar. Donc, pour moi, c'est vraiment une excellente façon de rentrer dans le modèle et qui nécessite pas de prérequis particuliers en matière de certification ou de démarche qualité préalable. Donc, je pense que on peut tout à fait, effectivement, il y a pas mal d'entreprises qui s'engagent dans le SQM sans forcément avoir préalablement de certification ISO. Donc, c'est tout à fait possible. Et à l'inverse, certains qui ont des systèmes même certifiés qualité, environnement ou autre, utilisent parfois le FQM pour interroger la pertinence et la logique de la raison pourquoi elles mettent en place un système de certification qualité ou environnement pour le replacer au cœur de la stratégie telle que tu as évoqué. Alors tu parlais de radar et j'ai une question aussi sur la logique radar. Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'elle a été conservée telle quelle? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, Stéphane? Alors, il y a eu quelques évolutions sur la méthode radar, effectivement. Bon, ceci dit, elle a changé beaucoup moins profondément que le nouveau modèle. Donc, on garde le principe du radar avec les résultats, les approches, le déploiement, l'apprentissage et la revue. Donc, ça, c'est conservé. On a plutôt travaillé sur la simplification, en fait, de la méthode radar pour la rendre un peu plus simple et un peu plus accessible. Voilà, mais on va dire, pas de changements fondamentaux. On a intégré également dans la méthode radar, comme elle pouvait paraître des fois assez amélioration continue. On a essayé aussi d'injecter dans la méthode radar pas simplement des aspects de retour d'expérience sur comment mieux faire ce qui s'est déjà passé, mais aussi d'adaptation au futur et à l'avenir. Donc ça a été principalement cet axe de travail qu'on a creusé pour faire évoluer la méthode radar. Donc pas une révolution sur radar, mais plutôt une adaptation de la méthode radar pour la rendre aussi plus facile à appliquer dans un contexte, là encore, pas simplement d'excellence, mais aussi de transformation. Très bien, merci beaucoup Stéphane. Je réponds à deux petites questions. Un sur les évaluations et donc la qualification d'évaluateur. Quand on fait une formation d'évaluateur, c'est une formation d'évaluateur EFQM et donc le bénéfice ou la qualification qui est obtenue via cette formation est le même qu'un évaluateur qui aurait été formé en Allemagne, en Angleterre ou à Bruxelles. Et donc vous rentrez dans la communauté des évaluateurs, même avec et surtout avec une formation AFNOR. Donc, il n'y a pas de besoin d'aller ailleurs, par exemple à Bruxelles, pour être évaluateur reconnu. Ça sera le cas pour l'ensemble des assesseurs ou évaluateurs. Il y a effectivement aussi une question sur... alors, attendez que je retrouve. Oui, une question sur le délai de transition. Donc 2020 sera une année, pour répondre à cette question, à partir de quand on peut se faire évaluer sur le 2020? Alors l'année 2020 sera particulière et en ce sens le forum dont parlait Stéphane sera aussi assez intéressant puisque ça sera au cours de l'année 2020 la dernière année où on pourra officiellement se faire évaluer en version 2013 et donc tous les projets qui sont démarrés aujourd'hui ou toutes les entreprises qui ont une démarche peuvent continuer à se faire évaluer par le diplôme engagé vers l'excellence ou le diplôme reconnu vers l'excellence. Et donc, vous pouvez tout à fait venir cueillir les fruits de votre démarche en version 2013. Et néanmoins, pour ceux qui veulent expérimenter rapidement le modèle 2020,
on pourra faire des évaluations 2020 et c'est pour ça que le FQM va commencer à former les évaluateurs assez vite pour pouvoir accompagner ces organisations. Et on pourrait effectivement également en 2020 obtenir des reconnaissances sur la version 2020 et participer à l'Award dont parlait Stéphane également en version 2020 et donc au Forum de Lyon en octobre 2020. Nous aurons sûrement les derniers Awards 2013 et les premiers Awards 2020. Alors peut-être, Stéphane, tu pourrais nous répondre à cette question qui indiquait, est-ce que tu avais des retours d'expérience pour une entreprise qui aurait un système de management intégré QSE Énergie et une démarche RSE, comment ou quel retour d'expérience pour intégrer ceci dans une méthode EFQM? Bah, c'est vrai qu'une entreprise qui a déjà structuré sa démarche QSE, souvent elle bénéficie comment dire, d'un basique et qui fait que quand elle commence à utiliser le SQM, ben, elle va peut-être avoir une maturité supérieure à une entreprise qui n'aurait pas installé ces basiques. Donc ça, je pense que c'est complètement on va dire c'est complètement utile d'avoir ces démarches-là et qui permettent effectivement d'accéder déjà, de rentrer dans le modèle SQM avec un certain niveau de maturité. Et là où le SQM va peut-être permettre d'aller plus loin pour ceux qui ont déjà installé des systèmes de management intégré, c'est qu'on va être beaucoup plus sur le lien vis-à-vis de la stratégie, vis-à-vis de la raison d'être, on va être sur des thématiques sur le leadership, sur la satisfaction, l'engagement des collaborateurs. Donc ça va permettre en plus de ces démarches-là d'aller engager des démarches de progrès sur d'autres champs qui sont pas forcément couverts par le QSE. Donc on va dire c'est des démarches qui peuvent être très complémentaires, avec pas du tout concurrentes d'ailleurs avec l'ISO 9000, l'ISO 14000, même l'ISO 26000. Donc il y a vraiment une bonne complémentarité en fait, si c'est le sens de la question entre les différentes démarches. Très bien. Alors on a encore une ou deux petites questions. Alors deux questions que je vais regrouper. La grille d'auto-évaluation du modèle a dû changer. Est-ce bien le cas? Est-ce que l'on retrouve encore des critères de facteurs et des critères de résultats? Comment répondre à cette question, Stéphane, de manière assez simple? Alors on trouve toujours des critères de facteurs et des résultats, mais avec des modifications. Alors, je ne sais pas si on peut encore en parler, puisque ça sera plutôt annoncé à l'occasion du forum. Mais donc, on a toujours une partie résultat et on a toujours une partie facteur, mais qui est organisée un petit peu différemment sur la partie des facteurs. Donc ça, c'est un premier point. Et du coup, j'ai oublié la première question qui portait sur... La grille d'auto-évaluation du modèle. Ah, la grille d'auto-évaluation. Alors, évidemment, comme le modèle a changé, les critères aussi. Donc, effectivement, on aura une nouvelle grille d'auto-évaluation. Et en parallèle, d'ailleurs, le SQM est en train de travailler sur un outil digital qui permettra pour ceux qui le souhaitent, d'avoir un outil d'évaluation en ligne, donc digital, et qui pourra simplifier aussi la possibilité de faire des auto-évaluations en s'appuyant sur l'outil digital qui va être déployé par le SQM. Donc la grille, effectivement, va changer puisque les critères ont changé. Donc il y aura évidemment une évolution de la grille d'auto-évaluation. Très bien, merci Stéphane. Il n'y a plus de nouvelles questions qui apparaissent. Il y a à nouveau une question qui était sur la date de démarrage des formations AFNOR. Donc, compte tenu des éléments liés à la traduction de tous les éléments, non seulement du modèle que l'on a déjà traduit, mais aussi des bases dont parlait Stéphane et des outils qui vont être utilisés pour faire les évaluations, il y a un petit délai. Et donc, les évaluations que l'on pourra faire en France et en français démarreront à partir de janvier, à la fois pour la mise à jour des qualifications des évaluateurs déjà qualifiés à ce jour et pour toutes les personnes qui veulent démarrer une information ou une formation au contenu du modèle et sur la manière de l'utiliser.
Et donc, il y aura une formation en deux étapes avec un tronc commun initial d'une journée et puis après deux parcours, un pour les pratiquants en entreprise et un pour les évaluateurs. Et donc, il sera nécessaire d'avoir fait la première formation. Tous ces éléments, encore une fois, on va les repréciser en détail dans les présentations que nous ferons en région, aussi sur notre site internet. Et donc, on aura les éléments, tout ça, à partir de janvier. Le modèle, lui, sera disponible à partir de fin octobre. La version française devrait, enfin, on a tout fait en sorte pour qu'elle soit disponible, si c'est pas instantanément, en tout cas dans les quelques jours qui vont suivre. Mais normalement, tout est prêt déjà. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, et comme on a déjà dépassé un peu la demi-heure qu'on s'était accordée, je vous propose d'en rester là. Je vous remercie. Je vous rappelle qu'il y existe donc un prochain webinaire qui aura lieu le 29 octobre, sur lequel on pourra revenir avec la présentation du modèle. Vous êtes déjà assez nombreux à être inscrits. Je remercie tout particulièrement Stéphane de nous avoir partager son expérience non seulement d'utilisation du modèle, mais aussi de participation dans la core team de l'EFQM et donc d'avoir pu nous éclairer sur le contexte, les thématiques qui ont été prises en compte et de nous avoir donné quelques aperçus sur les éléments de direction que prend le nouveau modèle. Je ne sais pas, Stéphane, si tu as quelques mots en termes de conclusion peut-être de cette séquence. Non, mais écoutez, je vais vous remercier pour votre écoute et puis voilà, en espérant que vous découvrirez avec enthousiasme le nouveau modèle voilà, qu'on a préparé. En tout cas, je pense il est assez novateur, finalement assez en rupture avec le modèle existant, mais voilà sur des sujets d'actualité. Donc voilà, on espère qu'il va vous plaire. Eh bien, merci à tous. On va en rester là et donc je vous envoie le contenu par mail ce soir ou demain matin. Merci à tous, merci à Stéphane et à très bientôt.